Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! Alors, tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau. Ok. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Cette fois-ci, on va encore accueillir une Martiniquaise. Donc, ça sera la fleur curieuse. Donc, c'est Valérie. Comment vas-tu, Valérie? Ça va, et toi? Moi, ça va. Comme toujours, ça va. Sincèrement, je suis super content que tu passes dans mon podcast parce que je réagis pas mal à tes posts. Je trouve que c'est assez marrant. Je prends toujours. Enfin, je te trouve très insolente, donc moi, j'aime ça. Donc, Et encore, je donc me moi, j'aime ça. modère. Non, mais Non, je me j'imagine. modère. Oui, je me modère. Mais j'imagine. Mais en tout cas, le matin, moi, c'est mon plaisir de regarder tes posts et de rigoler toujours un peu et surtout d'apprendre. Donc, voilà. Déjà, la fameuse question de PCA Podcast, qui es-tu? Eh ben, comme tu as dit, je suis Valérie, j'ai 30 ans et je suis une Martiniquaise qui vient de s'installer il y a à peu près 3 mois sur son île. Là, je suis à la recherche de travail sans trop de pression. Je profite un peu de cette pause avant de vraiment me lancer dans le monde du travail à la Martinique. Ok, j'aime bien. C'est quoi ton parcours scolaire? Alors, j'ai fait un parcours scientifique, un bac scientifique, puis j'ai fait 2 années de médecine qui n'a pas été concluant. Et après, j'ai bifurqué dans l'imagerie médicale pour devenir manipulatrice radio. Donc, Ok. voilà, donc j'ai fait... Oui, excuse-moi. Non, je disais que j'ai fait tout mon parcours scolaire à la Martinique. Et après l'obtention de mon diplôme, je suis partie en France travailler. Ok. D'ailleurs, tu parles de travail. C'est quoi ton parcours pro? Mon parcours pro, j'ai toujours travaillé dans des petites structures privées. Donc, je fais de la radiologie conventionnelle, de la mammographie, un peu de scanner et du dentaire. Mais surtout dans des petites structures parce que j'aime pas trop les grosses structures. Il y a trop de monde où je dois dire bonjour à trop de monde. Ça m'énerve. Ah, j'aime beaucoup. Mais ça n'a rien à voir avec ma prochaine question. Mais comment ça se fait qu'une personne qui fait de l'imagerie crée la fleur curieuse? Ouais, ça n'a rien à voir. Et je vais pas Ça n'a mentir, rien à voir. j'étais nulle dans la filière littéraire. Le français, ça n'a jamais été mon point fort. Pas trop l'histoire, mais selon les sujets, bien évidemment. Et comment je suis en arrivée là, c'est le fait que mon île me manquait en France et je me suis plongée dans la littérature antillaise complètement pour retrouver mes racines. Et le fait d'être plongée dans la littérature, ça m'a ouvert des portes. J'ai découvert tellement de choses que j'ai dit non. Je me suis dit, bon, j'ai accumulé du savoir, on va dire, entre guillemets, puisqu'on est toujours en apprentissage. Et je me suis dit, comment faire pour le transmettre ou le partager. Donc, j'ai créé justement la fleur curieuse. Non, mais c'est super intéressant. Comment, euh, comment tu as décidé de développer l'univers de la fleur curieuse? Quand je dis développer l'univers, je parle des posts Instagram, de l'écrit, des podcasts, des livres, des lives. Comment tu as, comment tu as décidé de développer tout cet univers? Ben, tout s'est fait vraiment du jour au lendemain au feeling. Vraiment du jour au lendemain. Par exemple, pour les comptes, les podcasts, c'était pendant la première, Le premier confinement? le premier confinement. Je m'ennuyais à en mourir. Et je me suis dit, et je lisais des livres, je me suis dit, ah non, j'aime pas la fin parce que je pétais déjà un cap chez moi. Hein. Donc, j'arrivais à faire des scandales devant lui. Je disais, non, je veux pas cette fin. Et donc, mon conjoint me dit, eh ben, écris ta fin. Et depuis, je me dis, ouais, je vais écrire. Tu vas voir, je vais écrire. Et puis, j'ai commencé à écrire mon premier conte, Le sous-cognant du verre près. Et après, le fait d'avoir écrit quelque chose, je me suis dit, voilà, j'ai réussi à le faire. Puis, ça a ouvert encore plus de choses. Je me suis dit, allez, je me lance. Et c'est là que c'est parti, les contes, les poèmes en créole, alors que j'étais nulle en créole, mais j'ai pris un dictionnaire, j'ai dit, allez, j'essaie tout ça, et puis au fur et à mesure. Hein.
Mais tu m'as pas dit, tu as créé la page La Focus en quelle année? Très bonne question. Il y a 4 ans à peu près. Il y a 4 ans. Ok, donc Ouais. ça fait 4 ans en gros que tu Oui, bosses. ça va faire 4 ans en décembre. Voilà. Ok, et au début, c'était juste un truc comme ça ou alors... Oui, c'était un truc comme ça et je parlais pas tellement de... Je parlais des Antilles, mais je parlais beaucoup des sociétés traditionnelles en Afrique et je parlais beaucoup de la théologie parce que j'aime beaucoup l'archéologie, j'aime beaucoup les textes anciens, que ce soit chrétiens, musulmans, hindouistes, d'Égypte, etc. Et donc, je voulais montrer ce que voulais partager ce que je découvrais au fur et à mesure de mes lectures. Ok. Et comment dire ça? Comment tu choisis les histoires à mettre en avant sur tes posts Instagram ou alors ou sur tes podcasts? Comment tu sais que bon, là, ça c'est bon, ça je peux mettre ça en avant ou pas? Je choisis même pas. Je prépare tout à l'avance et puis le matin, je me réveille, je dis, ah tiens, je vais balancer ça. Terminé. Ok. Mais ça t'arrive pas que parfois tu te dis non, ça c'est pas bon ou ça c'est mieux que l'autre. Non, parce que je me dis que des fois, je change parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui publient sur la même chose. Donc, du coup, je me dis, bon, c'est pas la peine, j'en parle pas, les gens le font ça très bien. Donc, je me dis, allez, je supprime carrément mon travail dessus. Mais sinon, c'est vraiment du jour au lendemain, au feeling. Tout est préparé, bien évidemment, mais le jour même, je me dis, allez, je balance ça ou autre chose. Mais toujours en gardant l'esprit de modération, parce que au début, je n'avais pas de filtre. Et donc, c'est vrai que je pouvais heurter certaines personnes, ce que je peux comprendre. Donc, j'apprends à modérer. Voilà. Non, mais c'est petit à petit qu'on apprend. Cette question-là n'était pas prévue, mais pareil, toi qui as commencé les podcasts, quand tu as commencé les podcasts, c'est quoi la pression que tu as eue? Et puis même, parce que c'est différent. Moi, je suis sous forme de conversation. Donc, bon, converser, on le fait depuis petit. Donc, c'est un peu plus facile à apprendre. Mais, euh, mais toi, si tu dois apprendre à raconter une histoire, comment tu as fait pour t'entraîner à ça? Est-ce que le premier podcast que tu balancé, tu l'as refait plusieurs fois ou c'était d'un coup? Alors, le premier podcast que j'ai fait, je l'ai fait one shot. Mais je l'ai refait peut-être 2 fois. Je refais jamais plusieurs fois un podcast. Je le fais one shot, ça passe pas, je m'en fous, je balance. Parce que ça me prend trop de temps, trop d'énergie. Puis je veux que ce soit sur le moment. Donc, c'est toujours à chaque fois. Mes podcasts, c'est one shot puis après, quoi, et puis terminé. Euh, Tu parles souvent de décolonisation de l'esprit, explicitement ou implicitement, dans tes posts ou podcasts. J'ai pensé à ça surtout quand j'écoutais un podcast que tu parlais, tu racontais un extrait de livre, je crois que c'est d'un livre haïtien, je crois. Ouais, non, mais moi aussi, pourtant, non, mais pourtant, celui-là, je l'ai écouté hier soir, mais bon, j'en ai écouté 3 4 de toi hier soir, donc parmi D'accord, ceux-là, d'accord. j'ai oublié. Mais en gros, tu parles de décolonisation de l'esprit, explicitement ou implicitement. Est-ce que c'est un sujet qui te touche? Ah oui, ça me touche énormément, de plus en plus. C'est depuis que je suis rentrée dans le monde des livres que j'ai découvert vraiment mon histoire, que je ne connaissais pas, même si j'étais martiniquais, je pensais savoir, mais je connaissais rien du tout. Et, et le fait de découvrir cette histoire au grand jour comme ça, je me suis dit non, il faut vraiment que je change ma mentalité, ne serait-ce que dans mes croyances, puisque je le dis sans filtre, hein, j'étais chrétienne, maintenant je ne le suis plus par rapport à ce que j'ai découvert, et aussi surtout comme j'ai dit, j'aime beaucoup la théologie, donc j'aime bien voir par rapport à l'archéologie, tout ce qu'il y a derrière, et donc naturellement, je suis sortie de ce carcan pour me diriger vers quelque chose qui me correspond de plus en plus. Non, mais c'est bien parce que tu as commencé à en parler, mais ma prochaine question, c'était est-ce que tu penses toi-même être décolonisé en termes de spiritualité? Donc, comment tu as fait pour faire ce cheminement de ne plus être chrétienne? Et je pense que ça a créé un peu de remous dans ta famille.
Ah oui, mais je ne vais pas mentir, je suis passée par une année de dépression parce que je viens d'une famille chrétienne de génération en génération et que le fait de lire tout ça, je me dis, attends, ça n'a pas de sens, c'est pas logique par rapport à ce que j'avais appris avant. Donc, du coup, il m'a fallu 1 an pour bien structurer ça dans ma tête. 1 an, je vais dire, un peu de, je dirais pas une dépression, mais un peu de déprime. Vraiment une déprime pour se dire, mais qui je suis? Puisque qui je suis, pourquoi c'est comme ça, pourquoi on peut, comment dire, le fait de découvrir qu'il y a différentes manières de converser avec Dieu. Dieu, quand je dis Dieu, c'est avec des guillemets, bien évidemment. Et donc, ça a chamboulé énormément de choses dans mon esprit et aussi dans ma famille, parce que le fait de dire à ma famille, je ne vais plus à la messe, non, par contre, je n'inscris pas ma fille au catéchisme, voilà, ça a fait des cancans, mais vraiment, jusqu'à maintenant. Mais maintenant, ma mère commence à accepter un peu, voilà. Aujourd'hui, il y avait une promo des bougies rouge, jaune, vert, noir. Elle m'a dit, ah, j'ai acheté tes bougies de sorcellerie, voilà. Donc, fais ce que tu veux. Tu ne peux pas dire que je ne te soutiens pas. C'est déjà un bon début. Ben, je pense que même le fait déjà peut-être de ne pas baptiser ou communier ta fille, ça a été Elle un est, événement, quoi. elle est baptisée parce que je n'étais pas encore dans ça. Elle est baptisée, mais après, je l'ai pas inscrite au catéchisme. Et l'ironie du sort, c'est que je ne suis plus chrétienne, mais je l'ai inscrite dans une école catholique privée parce que c'était la seule école qui pouvait assurer une bonne continuité au niveau scolaire pour elle, parce qu'elle a besoin elle a besoin beaucoup d'attention, elle a besoin d'être beaucoup stimulée pour ne pas foutre le bordel à l'école. Donc, il fallait que je le mette dans une école stricte. Et donc, c'était que l'école catholique qui m'offrait ça. Donc, elle est à l'école catholique, mais elle participera aux messes et aux catéchismes comme elle veut, mais j'ai dit, elle ne fera pas de communion, ni de confirmation, ni rien. Non, je comprends, c'est que toi, tu estimes te décoloniser, mais tu n'es pas forcément foncièrement contre les autres religions. C'est Ah simplement toi, c'est un non! travail que tu fais de toi-même. Mais d'ailleurs, la question que j'ai à te poser, c'est que quelles sont les conséquences dans notre spiritualité, dans la spiritualité chrétienne, évangélique, dans le quotidien, tu vois, dans le quotidien des Antillais, Martiniquais, plus précisément, que tu vois autour de toi, comparé à peut-être quelqu'un que tu verras qui sera plus proche de ses racines. Euh, c'est un peu compliqué. Moi, ce que je vois dans mon entourage, c'est qu'ils ils ont une ambivalence, mais ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte parce que quand des fois ils font des choses, je leur dis attention, c'est pas chrétien ce que vous faites. Ça relève du magico-religieux. Et quand tu leur dis ça, ah non, qu'est-ce que tu racontes? Ah non, on n'a pas qu'à faire baguette jam, machin. Alors je dis, mais attends, le sel là, sous ton lit, c'est quoi? C'est du magico-religieux? Ah oui, mais bon, Jésus n'est pas contre le sel. Alors il faut savoir, il faut savoir. Donc voilà, c'est ça, je regarde et ça m'amuse en fait. Je sens de m'amuser à décortiquer à chaque fois dans les manières, dans les pratiques. Je me dis, mais non, c'est du magico-religieux, ça c'est du christianisme, c'est du magico. Et l'antillais, il est en train de jongler entre les deux. Et le pire dans tout ça, c'est que quand tu mets le point dessus, il va te dire non, hors de question. Donc voilà, il y a une espèce de résistance inconsciente et en même temps, il y a une assimilation derrière ça pour dire que c'est des diableries. Donc, euh, donc voilà, c'est ça que mon combat de tous les jours et que Non, mais je trouve ça, j'essaie. non, mais je trouve ça super intéressant, ce côté ambivalent, parce que quand tu dis ça, c'est vrai que la plupart, surtout les grands-parents, ils ont des petites superstitions qui sont pas du tout chrétiennes, mais ils ont quand même, mais ils te disent non, 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 nous on est chrétiens, nous on aime Jésus-Christ, etc. Oui. Mais ils ont quand même ce petit truc. Mais le problème que je trouve aussi, c'est qu'on peut être chrétien, on peut être chrétien, mais il ne faut pas non plus renier son histoire. Parce que quand j'explique, par exemple, un truc qui est très tabou, qu'on dit, ben, vous savez, avant que vos aïeux, quand je dis les aïeux, il n'y a pas que les Africains, on a un peu de Caraïbes, de Tamoul, etc. Mais je vais parler du côté Afrique.
Vos aïeux ont été, quand vos aïeux ont débarqué aux Antilles, ils n'étaient pas chrétiens. Les royaumes en Afrique n'étaient pas chrétiens. Et quand je leur dis ça, pour eux, il y a un blocage. Il y a un gros blocage. Parce que pour eux, dans leur tête, il y a les 12 tribus d'Israël et qu'on descend de ça. Et que quand tu leur dis, mais non, c'est pas ça l'histoire. On est devenus chrétiens dans les habitations. Avant, on n'était pas chrétiens. Et là, c'est là qu'il y a un gros problème ici, ça coince. Là, il y a... Ben, tu sais, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que, comment dire ça, ma mère est évangélique. Ma mère est évangélique et une fois, je lui montre, et on parle de religion, de choses comme ça. Et une fois, je lui montre la carte des croyances. Tu vois, ça veut dire que, exemple, le Brésil, ils sont plus chrétiens, l'Algérie, plus musulmans, etc. Et quand je lui montrais cette carte-là, je lui ai dit, tu vois, tous les endroits chrétiens, c'est tous les endroits colonisés par l'Occident. Les endroits musulmans, c'est les endroits colonisés par l'Empire ottoman. Et en gros, c'est là où je te rejoins, c'est que moi, je peux comprendre que, tu sais, on soit chrétien, qu'on se sente proche de ça, et puis que, tu Tout à sais, fait. que on se sente trop petit pour se dire, bon, l'homme est omniscient, non, il doit sans doute avoir quelque chose. Je peux comprendre ça. Mais c'est pas parce que tu es chrétien et que tu aimes ta religion que c'est pas pour autant que c'est pas. Rester fermé, c'est ça que je Ouais, voilà, reproche. Cette totalement. histoire d'être fermé d'esprit, mais vraiment, tu peux, par exemple, je vais parler du vaudou, par exemple, l'exemple le plus feu, parce qu'en Haïti, nous avons le vaudou, et il y a des gens qui vont te dire, eh Je ben, pensais que c'était aux Antilles, parce qu'en France, on nous a dit que c'est les Antilles qui font le vaudou et c'est pour ça qu'on se vaccine pas. oui, on fait un genre de vaudou, mais en bafé, on va dire en Ok, bafé. d'accord. Mais Ok. je vais parler de la relation du Martiniquais avec l'Haïtien. Il y a un gros problème. Parce que on va aller dénigrer l'haïtien et on va dire que s'il y a eu un cyclone, un tremblement de terre en Haïti, c'est parce qu'ils font du vaudou avec le diable. Ça, c'est une méconnaissance encore une fois. Et c'est ça que je reproche aux gens, aux évangélistes, aux chrétiens qui restent fermés d'esprit, c'est qu'ils n'essaient pas de comprendre cette religion, ils n'essaient pas de comprendre ce que c'est le magico-religieux. Pour eux, c'est le diable. C'est le diable. Tout ce qu'ils ne comprennent pas, tout ce qui n'est pas écrit mot pour mot dans la Bible, c'est le diable. Et c'est ça que je leur reproche, alors que non, il y a différents moyens d'exprimer son amour à Dieu, aux divinités, et surtout l'amalgame de certains pour dire que oui, c'est polythéiste, alors que pas du tout. Il suffit de bien lire et vous allez voir que il y a un Dieu unique avec différentes manifestations. Et quand je leur donne l'exemple de Dieu Yahvé avec son Saint-Esprit, Jésus-Christ et ses anges et compagnie, séraphins, chérubins, alors parce qu'il y a différents degrés d'anges, attention, hein? Et quand tu leur expliques tout ça, je leur dis alors, c'est quoi? Du polythéisme alors? Ils te disent, ah non, c'est un Dieu unique. Alors j'ai dit, c'est la même chose avec le vaudou. C'est la même chose avec les Égyptiens. C'est la même chose dans l'hindouisme aussi. Un Dieu unique, différentes manifestations. Et c'est là que ça coince. Parce qu'ils ne veulent pas sortir de ce carcan imposé. Donc, c'est ça que Non, mais j'essaie de briser au fur et à mesure, parce que c'est un long travail à faire. c'est vrai, je comprends. Après, malheureusement, je dis bien malheureusement, et je ne veux pas caricaturer, on parle en général, bien sûr. Donc, il y a toujours d'autres exemples qui vont me contredire. Mais ce que j'allais dire, c'est que souvent, les vrais religieux, je parle des religieux, pas des croyants, les religieux, ben, ils lisent simplement un livre. Et le fait de lire un livre t'empêche d'ouvrir ton esprit. Donc voilà. Et Exactement. rapidement, pour répondre à quelque chose que tu as dit, de très important. Tu as parlé du vaudou et d'Haïti. Alors, j'ai eu la chance en août, c'est disponible sur la page Instagram de Identité Caraïbe. J'ai fait un live avec Michel de Identité Caraïbe et comment ça s'appelle Mylène Colmar. Oh là là. Avec Mylène Colmar et on a parlé d'Haïti. C'était un live spécial Haïti.
Et donc, pour tout ce qui se passe en tant que séisme, etc., nanani, Ouais, exactement. j'en ai parlé, j'ai lu des études, etc., dessus. Donc, c'est simplement une situation géographique qui fait que Haïti a ça. Et d'ailleurs, moi, la question que je pose chaque fois aux gens qui me disent que Haïti, c'est du vaudou, moi, je leur demande, est-ce que le Japon, qui a Qui constamment touriste, qui a constamment des des problèmes typhons, de, voilà, des des typhons. tsunamis, Oui, des tsunamis. exactement. Dernièrement, il y a eu un tremblement de terre et il y a eu une catastrophe. La centrale nucléaire avait Oh, explosé. exactement. Euh, J'oublie le nom. Et Fukushima. donc, Fukushima, voilà. Mhm. Fukushima, donc quand tu as autant d'exemples là-bas, donc eux, c'est pas le vaudou, mais quand c'est les Noirs, nous, c'est du vaudou. Bon. C'est ça, c'est ça. Et Ouais. on a un gros problème avec nous. Et on a un gros problème. Donc, je crois que c'est France Fanon qui avait dit ça, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, qui disait le Martinique déteste l'Haïtien parce que l'Haïtien représente tout ce qu'il est en lui et qu'il ne veut pas assumer. Bon, j'ai un peu modifié la phrase, c'est pas exactement comme ça, mais c'est le sens qui est comme ça. Mais bon, mais c'est ça. Et quand je vois sur des murs en ville haïtiens, bande de chiens, sortez de chez nous, vous volez votre travail, j'ai envie de rigoler. Je me dis, mais vous foutez de la gueule de qui? Vous foutez de la gueule de qui? Ils sont dans la, ils vivent une situation critique. Ils viennent chercher l'Eldorado ici. Allons les accueillir puisque ce sont nos frères. Et en plus, ils n'hésitent pas à travailler le matin tôt. Je les vois dès 4 heures du matin dans leur petite boutique à essayer de vendre des tomates, des ceci au bord de la route. Où tu vas voir un Martiniquais faire ça? J'ai jamais vu un Martiniquais sous la rocade, sous le soleil chaud, avec un enfant derrière son dos en train de vendre des tomates. Donc, moi, je dis, il faut un peu plus de tolérance et ce n'est pas la peine de se cacher derrière une religion pour justement ne pas s'ouvrir à ses frères et sœurs de la Caraïbe. Non, c'est totalement ça. Et pour finir encore sur le cas Haïti, je pense vraiment que, alors on n'a pas tout dit pendant le live, mais le live a duré un bon moment et je pense qu'on a donné pas mal d'éléments. Il faut comprendre aussi que les Haïtiens, ben, malheureusement, l'État français, surtout l'État américain, joue beaucoup chez eux et les empêche de progresser. Donc Et voilà, puis, il faut comprendre on que... n'est pas mieux. C'est pas parce que, comme je dis, on a la sécurité sociale, on a tout ça. Ok, c'est vrai, j'avoue, c'est un luxe. Ok, par rapport aux autres îles, c'est un luxe, on va pas se mentir. Mais on a des problèmes. On a vraiment des problèmes qui sont toujours pas réglés. Toujours pas réglés. Donc, quand on dit, mais oui, on a toujours des problèmes de cette histoire de chlordécone, de réparation de l'esclavage qui n'est même pas encore réglé. Donc voilà, donc on est mieux certes sur le plan financier, oui, mais le spirituel, mental, sur l'acceptation de notre histoire, de nos cheveux, etc., on a de gros soucis, de très gros soucis. Oui, c'est sûr, il y a encore un long travail à faire sur tout à chacun, hein. Moi, même moi, je sais que ce podcast que je fais m'a permis aussi de progresser et de voir d'autres avis, tu vois, sur plein de petites choses, même en tant qu'homme, tu vois, tout simplement le fait de m'intéresser, à exemple, j'aime beaucoup cet exemple parce que c'est vrai, l'exemple de Elodie de Liquide Chocolat sur les problèmes de l'endométriose, qui a une association qui travaille beaucoup sur les femmes. Donc, même moi, le fait de lui parler, de l'écouter, ça me permet aussi de mieux comprendre ce problème-là. Donc, voilà. Quel est ton rapport avec ton île? Je sais qu'elle te manquait, donc ça a fait en sorte que tu reviennes définitivement, mais c'est quoi Oui. ton rapport? Beaucoup d'amour et en même temps un peu de déception. Ok, on commence par l'amour, le positif. L'amour, ouais. Bon, déjà, on va se mentir. Le soleil, c'est l'essence de la vie, l'essence. Bon, je bronze pas, mais bon, ça change rien, ok? Je suis un mystère pour beaucoup de monde. Pourquoi je bronze pas? Mais écoutez, c'est ma couleur de peau, que voulez-vous? Donc, je disais, l'essence, c'est le soleil, la plage. Puis le fait de voir des noirs, tu vois, ça me rassure. Puis de me dire, non, mais ça me rassure. J'avais besoin de retrouver des gens qui me ressemblent. Quand je parle en français avec quelques tournures en créole, j'ai pas besoin d'expliquer, j'ai pas besoin de traduire. Tu vois, on comprend mes chips, on comprend tout ça. Et donc, tout ça, ça me fait un cocon de sécurité que j'avais vraiment besoin de retrouver.
Et le côté Et déception? déception, déception, c'est que une bonne partie des habitants de cette île disent oui, il faut retrouver nos valeurs, il faut manger local, tout ça, mais ça ne les empêche pas d'aller acheter un dashing importé de l'Amérique du Sud. Et personnellement, ça me choque. Ça me choque. Alors qu'on est une île de dashing. Bientôt, on va vendre du fruit à pain du Pérou. Il y a des Martiniquais qui vont en acheter sans problème. Donc ça, pour moi, c'est une sorte de déception où l'augmentation de la vie et le Martiniquais ne bronche pas. Ça passe. Et cette histoire de vouloir toujours vivre à la française européenne, alors qu'on est une île caribéenne, je suis d'accord, nous sommes français et européens, mais c'est utopique de le penser, puisqu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue, les mêmes manières, et puis on n'a pas la même faune. Donc, il faut accepter que nous sommes à part, que nous avons nos spécificités, et qu'il faut justement les valoriser. Donc, moi, je suis déçue de voir que mon île, où il y a 30% de pauvreté, est la première au niveau de consommation de champagne au monde. Moi, c'est pas une fierté. Moi, je le dis, pour moi, je ne suis pas fière du tout. Tu m'aurais dit consommation de fruits à pain. Je te dis, ah ben oui, nous ni fruits à pain, les pour virer, oui. Mais champagne, non, franchement, non. J'ai dit non. C'est pour ça que je suis un peu déçue. Non, je comprends totalement ta déception sur ce genre de sujet. Et c'est vrai que on parle souvent de retour au local, retour au pays, qu'on se sente beaucoup plus chez nous. Mais c'est vrai ben, je prends un exemple banal parfois, mais on n'a aucun. On va pas encore assez chez les primeurs. Il y a des primeurs antillais qui ont leur propre primeur et on peut aller chez eux directement prendre nos fruits et légumes, sachant que ce sont des fruits de saison, donc ça c'est top. Et j'aimerais te rassurer sur quelque chose. Tu as dit que les prix augmentent et que ça ne fait pas broncher le Martiniquais, mais je te rassure, ça ne fait pas broncher non plus le Français, car aujourd'hui qu'on fait le podcast, il y a certains endroits en France, l'essence est passée à 2,05 Ouais. centimes. Donc le français non plus, ça ne le dérange pas. À vrai dire, je ne Ouais. sais pas, c'est Le une pain question de... augmenté, la bière augmente. C'est vrai que nous, on paye l'essence moins cher que la France, mais quand même. Mais si tu vas au supermarché, regarde comment ça coûte. Tu as un problème de voiture, bon, tu dois vendre ton way pour payer une pièce là. Mon Dieu, ah non, moi j'entends un bruit dans ma voiture, je fais comme si je n'ai pas entendu. Mais roulez. Ah non. Non, mais non, mais je te comprends. Non, quand j'ai mes indemnités, oui, là, je vais aller au garage, mais là, rouler. Ouais. Comme on dit, Dieu te sauve là. Ah, j'aime beaucoup. Euh, Revenons un peu sur tes podcasts et un peu surtout sur les podcasts et un peu sur tes posts. Tu n'as aucun mal à parler de sexe. En gros, pour toi, voilà, c'est pas un sujet tabou. Et après, tu en parles pas vulgairement. Tu en parles avec un peu de subtilité. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Tu dis les choses, mais ça reste assez subtil, quoi, tu vois. Oui, des fois, oui, j'aime un peu le cru, mais bon, il faut un peu de subtilité, machin, parce que c'est vrai que la sexualité ici, elle est très violente. Elle est très violente. Que ce soit dans le langage physique, etc. Il y a un gros problème ici. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer comment dire, il faut essayer surtout là avec la langue créole, caresser, douciner, tout ça, dire qu'on aime, qu'on apprécie, au lieu de dire à chaque fois coquet. C'est ça, genre, c'est le seul mot qui existe pour parler de ça, coquet. Alors qu'il y a plein d'autres choses, plein de subtilités que je trouve pas mal à développer. Non, mais c'est encore intéressant ce que tu dis parce que j'ai un podcast avec Méline qui est une professeure de créole en Guadeloupe. Et on parlait de ça. On parlait de pourquoi on parle pas d'amour en créole. Pourquoi on parle que quand on est énervé. Et c'était assez intéressant. Et je pense que c'est un sujet encore qu'il faudra creuser parce que c'est vrai qu'on en parle souvent au moment de l'énervement,
pour insulter, pour dire des choses, ou alors de temps en temps pour faire des blagues. Mais pour parler d'amour, le mot amour, eh ben, À part dans le zouk rétro. Ouais, parce qu'il y oui, a non, des non, blagues. Oui. non, mais je parle Ah oui. non, mais je parle En dans notre général. quotidien. Ouais, je Ah parle oui, dans non, notre mais quotidien, tu vois. non, c'est très violent. Dans notre quotidien, on parle pas d'amour. On parle pas d'amour. Mais, donc, pour finir ma question, Mhm. comment ton public voit ces histoires quand tu parles de sexe? C'est quoi leur retour? Et même leur retour autour de toi, de ton chéri, de ta famille, de ceux qui t'entourent aussi. Bah déjà, mon conjoint me dit, oh, calme-toi, allez, tu vas trop loin. Parce que des fois, quand j'écris des histoires, la fin n'est pas exactement la fin que j'avais prévue. Hein, parce qu'il faut modérer, parce que j'ai un peu un langage assez cru, mais il faut, comme tu dis, essayer de faire des subtilités pour que ça passe mieux, ce qui est normal. Donc, non, du retour que j'ai, c'est très positif. Vraiment très positif. Ils aiment quand je parle de ça, surtout avec mes débuts de poèmes en créole qu'ils apprécient quand je parle d'amour et de sexualité justement en créole, les différentes manières de s'exprimer. Et sur mes histoires aussi, vraiment j'ai un bon retour et j'étais vraiment étonnée parce que surtout, et pour revenir, surtout quand je parle de Tiens-Bois, je me pensais que j'allais recevoir des prières, des paroles d'évangile, parce qu'il y a beaucoup de filles sur Instagram qui me disent qu'elles ont des retours assez violents. Et jusqu'à maintenant, ça fait 4 ans, je n'ai pas eu une altercation avec qui que ce soit. Parce que je pense, enfin, je blague beaucoup, hein, mais je pense qu'il y en a certains qui me prennent au sérieux quand je dis que si tu me fais chier, je prends une poule et je vais sur le 4 chemins pour toi. Je pense non, mais il y a vraiment des gens qui me prennent vraiment au sérieux. Tant mieux, parce que pas fait moins chier. C'est ça le bail, moi, je dis. Euh, j'ai été bercé jeune par Benzo. Et est-ce que toi, tu te vois comme la nouvelle Benzo? Ah non, pas encore. J'ai pas encore le niveau. Ben, je trouve que je sais me défendre au niveau de l'écriture, mais pour m'exprimer, pour vraiment capter l'attention, tout ça, je n'ai pas encore non, j'ai pas encore le niveau parce que mine de rien, je suis quelqu'un de très timide. Et que je me force en faisant des podcasts, des interviews, tout ça, je me force vraiment à sortir Ta zone de confort? voilà, de ma zone de confort. Mais par contre, si tu me dis demain matin, tu vas devant des gens et puis tu vas raconter un conte, je vais te dire, mais jamais, j'aurai une cacarelle, j'aurai mal au ventre. Parce que je n'ai pas encore cette assurance pour vraiment capter vraiment l'attention de quelqu'un quand je raconte une histoire. Ben, c'est la suite de ma question. Est-ce que tu collabores avec des écoles pour raconter des contes, des histoires à des enfants? Donc, je comprends que c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Pas encore, parce que je n'écris pas d'histoire pour enfants. J'en arrive pas. J'essaie, je fais juste pour ma fille qui a 10 ans, j'essaie d'adapter certains contes pour elle, mais j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment écrire des histoires pour les enfants et de travailler avec les enfants parce que ça demande du temps, de la patience et il faut beaucoup de pédagogie et je vais pas mentir, je suis pas douée avec les enfants. Donc, mais c'est encore un travail à faire sur moi-même. Non, mais c'est bien. Mais des collaborations, je pense que tu en as déjà fait, peut-être à la radio ou d'autres endroits. Oui, vite fait, ça commence. Comme je viens d'arriver, ça commence un peu à se mettre en place. Non, mais Mais après, vu que tu as une grosse communauté, je pensais que tu avais déjà un peu plus de sollicitations. Ou peut-être que tu en as, mais tu dis pas forcément oui à tout. oui, je dis pas oui à tout parce que j'ai encore du mal à m'exprimer. J'ai beaucoup de mal. Il y a des fois, j'ai beaucoup d'idées et du coup, je peux te sortir des choses. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est en train de manger des mots, tout ça. Donc, c'est vraiment un travail que je fais sur moi parce que, voilà, comme j'ai dit, j'étais pas forte en français, donc je reviens de loin. Déjà, écrire une phrase sans faute, ça a été beaucoup de travail sur moi-même. Donc, maintenant, pour travailler mon oral, oui, j'ai encore beaucoup de boulot à faire. Tu n'as aucun mal à parler de médecine au pays. Euh, Pourquoi et est-ce que pour toi c'est si important que ça d'en parler? Oui, c'est important parce que tout a commencé quand j'étais en France. J'avais beaucoup d'infections, que ce soit urinaire, au niveau de la gorge, tout ça.
Et je me suis dit, je ne peux pas être tout le temps sous antibiotiques. Ce n'est pas une vie. Ma vie ne peut pas se résumer à prendre des cachets. Donc, j'ai cherché des alternatives. Et voilà, et je suis tombée justement dans l'univers des plantes. Voilà. Et donc, j'ai essayé de me soigner par moi-même. Ça a pris du temps, mais c'est une routine à donner à son corps pour que les effets soient plus actifs le plus rapidement que possible. Donc, voilà. Donc, je me suis plongée dans les livres sur la médecine traditionnelle, puisque ma mère en avait déjà. Et donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais super, on a une pharmacopée super enrichissante aux Antilles et qu'il faut vraiment mettre en avant. On n'est pas obligé à chaque fois de prendre un médicament pour se soigner. Après, bien évidemment, il ne faut pas non plus mettre de côté le rôle du médecin, c'est important. On est en 2021, donc il faut vivre avec son temps, donc il faut consulter un médecin quand ça ne va pas, mais pour certaines pathologies, il faudrait justement se tourner vers notre pharmacopée. Ben, je suis d'accord. Pareil, j'ai eu la chance d'interviewer Damien Bissessar, qui a commencé les travaux sur le Zebapic, les molécules du Zebapic. Donc, c'est pas fini. Donc, beaucoup de personnes disent oui, il en a parlé, ils ont vendu Zebapic, c'était fini. Non, pas du tout, c'était pas ça. C'est simplement que quand on fait une étude, ben, il y a un temps. Donc là, ils sont, je crois, en deuxième phase. Donc, c'est 18 mois. Donc, c'est 18 mois de phase. Et puis après, troisième phase, et ensuite la quatrième phase, et ensuite, là, on verra. Mais de toutes les manières, c'est, c'est pas une solution à long terme, mais c'est surtout pour prévenir. C'est ce qu'il m'expliquait, Oui, surtout pour c'est prévenir une la grippe, alternative. tout ça, etc. Voilà. C'est quand, mais ici, c'est très simple. Quand l'hiver, pas l'hiver, qu'est-ce que je raconte? Oula, le, la fin d'année Là, arrive. c'est le nouveau retour au pays, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. On va mettre ça. Donc la fin d'année arrive. Donc les petits vents frais du soir débarquent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, je vais prendre ma petite tisane d'Atumo. Voilà, prévenir. J'éternue Atumo direct. Il faut même pas. Il faut avoir ce mécanisme. On a commencé à avoir mal au dos. Allez, on se frotte avec du bérum. Il faut vraiment se mettre en condition justement pour bichonner son corps. Parce que c'est ça la pharmacopée, c'est bichonner son corps et soigner vraiment sur le long terme. Et surtout, ne pas oublier l'aspect de l'esprit. Parce que c'est très important dans la guérison, parce qu'on pense qu'au septum, mais il y a aussi cet aspect de l'esprit, écouter son corps, parce que le corps, il exprime ce que l'inconscient n'arrive pas à dire. Et à des fois, moi, je me retrouve avec beaucoup d'infections au niveau de la gorge. Et en fait, en prenant du recul, c'est qu'il y avait beaucoup de choses que je n'arrivais pas à sortir, à parler. Donc, du coup, ça restait coincé dans ma gorge et ça me faisait d'énormes infections. Et le fait d'après de me dire, bon, allez, je crève la selle, je dis tout ce que j'avais à dire, et bien là, ça va mieux. Je n'ai plus aucune infection depuis 4 ans, depuis la fleur curieuse. Donc, merci à ce médicament, comme quoi. Pour terminer, d'autres sujets sont abordés sur la fleur curieuse, la Caraïbe, l'Afrique, la spiritualité. Est-ce que tu aimes tous les sujets traités sur la fleur curieuse ou est-ce que c'est parce que tu estimes que par rapport à ton domaine, ça fait aussi partie de ton écosystème? Non, franchement, j'aime tous les sujets abordés sur la fleur curieuse. Et beaucoup me demandent, est-ce que j'ai une ligne éditoriale? Puisqu'on pense toujours que je suis toujours dans le magico-religieux, mais pas forcément. Si demain matin, j'ai envie de faire des posts sur l'archéologie, qui va m'arrêter? Personne. Personne. Donc, je fais vraiment la fleur curieuse, c'est vraiment me défouler et surtout le fait de me dire, je fais ce que je veux, je dois rien à personne, tu aimes, tu n'aimes pas. C'est pas mon problème, je fais vraiment quelque chose d'abord pour moi. Et surtout, c'est vraiment le rôle principal aussi de la focus, c'est de transmettre, mais c'est de transmettre à ma fille surtout. Parce que quand elle va me poser des questions, tout ça, je me dis, oh là, je vais partir dans tous les sens, je vais dire, oh, va devant l'ordinateur, tape ça, tu vas trouver un article dessus que maman a fait et tu vas trouver les réponses. Donc, c'est vraiment c'est une sorte de legs que je lui laisse, hein, que c'est vraiment pour elle hein, que je fais ça. Non, mais c'est bien. Et, une question qui n'était pas prévue, mais étant donné que tu es insolente parfois, même sur certaines petites polémiques aux Antilles, je ne vais pas dire lesquelles, mais c'est ça.
comment les autres influenceurs te voient? C'est quoi les retours de ces gens-là? Je sais même pas. Je sais pas. Ok, Je sais pas. Je sais pas. ok. Le peu avec qui je parle, ça va, ça va, hein. Sinon, j'évolue pas trop dans ce milieu. Voilà, faut dire que je m'en fous pas mal, hein, donc, non, mais je m'en fous pas, là. Tu aimes, t'aimes pas. On peut dire des fois que je suis cocagne, hein, oui, bon, comme tout Martiniquais, eh ben bon Dieu. Sinon, sinon, qu'est-ce que la Martinique sur les 1000 ans? Je suis désolée. Après, il y a 1000 ans et 1000 ans, mais j'essaie de faire, bien sûr, la part des choses. Non. Dernière question, c'est Mhm, quoi tes ambitions pour la fleur curieuse? Sachant que quand tu vas commencer à travailler, donc mhm, tu vas travailler, tu auras la fleur curieuse, tu seras mhm, toujours maman, mhm, toujours une femme, mhm. toujours une compagne. Comment on gère tout ça? Ben oui, ben déjà, pendant 4 ans, j'ai géré ça comme ça, hein. J'avais même 2 travails à un moment. Mais déjà, je n'ai pas la charge mentale chez moi. Déjà, c'est 50-50. Et puis, des fois, c'est vrai que mon mari cuisine, donc j'ai pas à me dire que je vais manger ce soir. Donc, je peux très bien taper un compte là maintenant et puis je me dis ce soir, j'ai à manger, hein, sans problème. Et puis, j'ai une grande fille qui sait se débrouiller. Donc, quand elle voit, je lui dis, bon, aujourd'hui, hey, laisse-moi tranquille, il faut que je tape un truc. Elle se débrouille. Et voilà, c'est une organisation que j'ai avec ma famille qui n'est pas facile des fois parce que quand j'ai une idée en tête, quelles que soient les choses que j'ai à faire, il faut que j'écrive le truc. Donc, des fois, c'est vrai que c'est pas facile. Et j'essaie justement, sur mon temps libre, de prendre beaucoup d'avance pour que quand je vais travailler, je n'ai pas à avoir à me dire le week-end, à passer mon week-end à me dire il faut que je poste ci, il faut que je prépare ça. Non. Donc, par rapport à d'autres femmes, j'estime que j'ai beaucoup de chance sur ce point-là Et, d'organisation. et c'est quoi tes ambitions pour la fleur curieuse? Mon ambition, franchement, mon ambition, c'est gagner le prix Carbet. Un jour, j'espère. Je connais pas, c'est quoi? C'est un prix littéraire? Ouais, c'est un prix littéraire au Martinique. Voilà, ce serait mon rêve. Et ouais, mon rêve de me dire, voilà, le livre de Valérie Rodney a remporté le prix, machin. Non, ce serait vraiment mon grand rêve. Puisque vu mon parcours, je me dis, ah ouais, franchement, je suis vraiment allée loin. Et aussi, pourquoi pas tenter un court-métrage? J'essaie de le faire. Bon, après, ça prend un peu de temps, c'est normal, mais vraiment faire un court-métrage et pour mettre mes idées, pour partager mes idées, pour justement faire rayonner le cinéma caribéen avec toutes ces spécificités. Voilà. Non, c'est super bien. Euh, moi, en tout cas, et avant d'écouter ton dernier message, merci en tout cas. Ça a été très, très réactif. On a discuté à peine vendredi de ça. Oh, vite fait. Vendredi, et tu m'as dit OK tout de suite. Ben, et là, tout de suite, tu as été super réactif, ça s'est fait. C'est un vrai plaisir, en tout cas, de te lire, de Merci. t'écouter. J'espère que tu vas continuer à faire ce que tu fais, tu vois, c'est hyper important. Tu as parlé du fait de léguer quelque chose à ton enfant, mais je pense que tu lègues aussi quelque chose à d'autres personnes, parce que c'est c'est top, c'est vraiment top ce que tu fais. Et il y a plein d'aspects de ce que tu parles qui peuvent intéresser, parce que quand tu parles de, exemple, tu as d'archéologie ou de choses très anciennes, moi je suis quelqu'un, exemple, j'aime beaucoup les peuples primitifs. Et exemple, le premier peuple primitif dans le monde, bon, ben, il est noir. Il est noir et Oui. il s'appelle les Jarawa. Et j'aime beaucoup ce peuple. C'est un peuple que j'ai déjà lu dessus, j'ai déjà regardé des documentaires, mais on peut toujours apprendre encore sur eux, mais c'est un peuple que j'aime beaucoup par rapport à leurs coutumes et certaines choses. Donc voilà. Merci à toi en tout cas. Un dernier Merci. message. Est-ce que tu as un dernier message? Mon dernier message, c'est toujours de garder l'esprit ouvert et de toujours prendre du recul. Même moi, des fois, ça m'arrive, hein, j'ai déjà dit beaucoup de conneries sur la fleur curieuse, hein, mais la vie est un apprentissage, donc je peux dire ça, et puis après, à force de lire, je me dis, tiens, je peux changer ça. Donc, toujours garder l'esprit ouvert et ne jamais rester figé dans ce qu'on pense. Voilà. De se dire que tout est acquis, non.
Je peux très bien dire ça maintenant, et puis dans 10 ans, on se revoit, j'ai dit beaucoup de conneries sur ça, franchement. Voilà, parce que la vie est un apprentissage. C'est un très, très, très beau message parce que moi, je dis toujours à une personne enfin aux gens autour de moi parfois que je peux défendre quelque chose avec vigueur aujourd'hui et demain te dire que je me suis carrément trompé sur ça parce que Tout à fait, tout à finalement, fait. ce n'était pas vraiment ça et on n'a pas forcément tout le temps tous les éléments. En tout cas, Oui, merci à toi merci. et puis ben, je continuerai à te suivre et bon, voilà, tout simplement. Merci, bon après-midi. Yes.